Bonjour tout le monde. Je m'appelle Charles Secula. Je vais y avoir le plaisir de vous présenter quelques notions des bases de la méthode STECO. Par rapport à mon curriculum, je suis un maître en kinésithérapie depuis une quinzaine d'années. J'ai aussi fini une école belgique d'ostéopathie, Sutherland College of Osteopathic Medicine. Et depuis 2018, je suis l'enseignant officiel international de la méthode STECO. Alors, j'avais eu le plaisir d'enseigner dans plusieurs pays, notamment la République tchèque, Pologne, la France, et Bruxelles, ça veut dire Belgique, euh, Suisse cette année aussi. Et avec une expérience que j'ai eue avec cette méthode-là, je voudrais vous introduire cette méthode avec toute la richesse qu'il possède. Mais parce qu'on a à peine 45 minutes, il faut que je me débrouille assez et rapidement. La première partie va toucher sur le sujet des anatomies, des biomécaniques. Alors peut-être elle va pas être aussi intéressant par rapport à la deuxième partie où je veux présenter les cas cliniques, mais parce que la façon de travail dans cette méthode-là est un peu nouveau, je dirais. Ils introduisent une façon de travailler vraiment à distance de la zone en souffrance. Il me semble que c'est quand même nécessaire. Alors, soyez patient, vous allez voir une dizaine de cas cliniques à la fin de cette présentation-là, mais d'abord, il faut que je présente les notions de base. Alors, sur le premier diapo, vous voyez trois personnages qui sont fortement liés à la méthode. C'est la famille italienne, la famille Stecco. Dans la partie haute, vous voyez Luigi, qui est le fondateur de la méthode. Il est kinésithérapeute. En bas, vous voyez Antonio Stecco, qui est son fils. Il est professeur à l'université à New York. Et Carla, qui est aussi professeure d'anatomie et orthopédie, elle travaille à l'université de Padoue, où il a réussi à vraiment former un grand groupe de chercheurs, plus que dizaines, qui travaillent notamment et généralement sur le fascia. Alors, une grande quantité de publications internationales qui sont liées au fascia vient de l'université de Padoue, grâce au travail de Carla, Antonio et aussi ses collaborateurs. Alors, je veux toucher rapidement par rapport au sujet de l'anatomie du fascia, parce qu'il y a un consensus difficile international à comment décrire le fascia, qui est fascia finalement. Je touche sur le modèle biomécanique de cette méthode. Après, je vais essayer de vous montrer rapidement le déroulement du traitement, la présentation des cas cliniques avec une dizaine d'exemples et quelques vidéos aussi qui vont vous montrer l'efficacité avant-après. Certains parmi ces vidéos ont été pris dans mon cabinet, dans ma clinique. À Cracovie, les autres, ils ont été faits, par exemple, pendant la formation continue, soit en France, soit en Belgique, soit en Pologne. Et finalement, je veux vous présenter les possibilités de formation que vous avez dans le monde francophone et j'espère de vous revoir sur la formation un jour. Alors, par rapport à l'anatomie, il y a plusieurs définitions. Il faut dire franchement que Carla, alors la fille de Luigi, est souvent celui qui donne son consensus ou son avis sur les définitions qui sont été présentées dans les congrès du fascia. Les congrès sur le fascia sont assez récents. Ils datent de 2007. Alors, dans la médecine, on a besoin de 35 ans. Des moments où quelque chose était présenté avec une papier assez important, jusqu'à un moment où ça va rentrer dans la pratique clinique. Alors, on est à moitié de distance. Alors, j'ai la chance, vous avez aussi la chance de découvrir cette nouvelle approche aussi médicale qui est liée au fascia. Alors, ici en bas, vous voyez une image classique de livre qui nous montre le cutis après rétinacola cutis superficiel, une lame de fascia superficielle en blanc, et finalement en bas, on voit une lame de fascia profond et le muscle, avec son fascia qu'on appelle épimysium.
entre les deux dernières couches, on va y avoir les accolements qui vont se former. Et ces accolements sont les sources de la majorité des troubles d'évocation. Alors, il suffit de relâcher les adhésions à cet endroit-là, dans le point très précis décrit par Luigi, et vous allez voir des effets, j'espère, spectaculaires. Ici, vous avez une image histologique qui nous montre les mêmes structures. Peut-être ce n'est pas tellement structuré comme sur l'image à gauche, mais souvent la réalité est beaucoup plus complexe. Et ici, en bas, on va y avoir le glissement entre le fascia profond et le muscle sous-jacent. L'anatomie, telle qu'on a appris à l'université, est plutôt liée à première image à gauche. Alors, tout est clair, tous les muscles sont délignés, on voit l'insertion initiale, l'insertion distale, origine, l'insertion distale. Mais dans la réalité, quand vous voyez des images, on a d'abord fascia superficielle. Bon, ici, on voit qu'un muscle. Après, on a fascia profond. Ici, les muscles sont plus visibles. Et finalement, on a épimission. Alors, encore une forme de fascia profond qui est fortement collée au muscle. Et nos accolements vont se former entre fascia profond et épimission, dans plusieurs endroits dans le corps. En regardant la réalité cadavérique, vous voyez la partie supérieure avec rétina collacutis superficielle qui est forte et qui nous permet d'ancrer en fait le poids sur le fascia superficiel, qui nous permet de, par exemple, attraper les différents objets et qui limite le glissement. La deuxième, la partie plus bas, c'est un tissu adipeux profond avec des petites rétina collacutis profundis et finalement on va y avoir fascia profond. Et cette couche-là nous permet d'avoir le décollement. Alors, dans certains endroits, on a besoin d'un manque de glissement, comme la paume de main ou comme le pied, le voûte plantaire. Dans les autres endroits, comme par exemple la paupière ou la partie dorsale de la main, c'est beaucoup mieux d'avoir le glissement pour diminuer le risque de déchirure, simplement. Alors, la partie superficielle plutôt ancre, la partie profonde est responsable du glissement. Et le glissement nous permet d'avoir le mouvement libre, coordonné, sans la douleur. Cet accolement était nommé avec le nom de densification. Densification parce que c'est l'agrégation, c'est la densification de hyaluroniens qui est responsable de la formation de cet accolement-là. Quand l'accolement est présent, le tissu ne va pas se glisser, et en plus, elle va être beaucoup plus raide, et aussi le tonus musculaire, et la raideur dans la zone va augmenter. Ici, sur cette image-là, vous voyez une zone bleue, ça c'est l'élastographie. Alors, ultrason avec une onde radiale qui nous permet de tester l'élasticité des structures. Les structures en bleu, ce sont les structures qui sont raides. Alors, vous voyez ici que ce point-là, qui est palpatoirement été décrit comme la densification au niveau de mollet, est vraiment pas élastique. Alors, après le traitement, ça devient élastique. Ici, ce sont les études en utilisant la résonance magnétique, en nous montrant l'avant-bras. Ça, c'est le point sur la partie antérieure. Ça, c'est le point sur la partie postérieure. Ça, c'est le pré-traitement. On voit beaucoup de hauts libres en rouge ici. Et après le traitement, on voit la dissipation de cet haut libre. Alors, l'agrégation des hyaluroniens qui est liée aussi avec le repoussement des lots, c'est pour cette raison-là qu'on a beaucoup de hauts libres, disparaissent. Par contre, quelque chose apparaît sur le côté opposé. Et ça, on appelle la compensation. Alors, dans la logique de cette méthode-là, comme vous allez voir dans quelques minutes, on va y avoir la limitation de mouvement primaire liée à la densification primaire, et après, on va y avoir des compensations secondaires. Qu'est-ce que l'on va faire avec cette densification-là?
Bon, si quelque chose est collé, il faut le décoller. C'est assez simple. Euh, alors, comment le faire? On utilise nos mains, le jointure de doigts, et on essaye de frotter dans les directions les plus limitées. Ça prendra à peu près entre 3 et 4 minutes pour relâcher un point. Dans ce moment-là, on va augmenter la température qui va produire la dissipation des agrégats des acides hyaluroniques, mais en même temps, elle va produire une inflammation qui va forcer la migration des enzymes. Et ces enzymes vont dissoudre le collagène qui va être disposé dans cette densification-là au fur et à mesure pendant des années. Et cet état d'inflammation va durer 3 jours, et généralement après 3 jours, le patient il va y avoir un effet stable de votre traitement. Et dans cette méthode-là, souvent, on fait 3, de temps en temps 4, 5 traitements pour résolutionner plusieurs problèmes des patients dissipés dans le corps entier. Alors, je parle des fascias et du fait qu'elle est la source de la douleur et des problèmes de notre patient. Naturellement, pour être source de symptomatologie, c'est obligatoire que cette structure-là soit innervée. Si je coupe mes ongles, ça fait pas mal. Si je coupe le cheveu, ça fait pas mal non plus. Alors, parce qu'il n'y a pas de récepteurs de douleur, il n'y a pas de nocicepteurs. Et pendant des années, on a pensé qu'en fait, fascia n'est pas innervé. Et depuis, en fait, quelques années, une dizaine, quinzaine d'années, il y a eu des études qui se sont apparues en nous montrant qu'en fait, fascia est richement innervé, beaucoup plus que l'articulation même, que les ligaments, beaucoup plus que le muscle même. Et ici, vous voyez une parmi ces études de Schindler qui date de 2014, qui nous montre l'injection de saline de 5% au niveau du subcutis et la douleur décrite par le patient. En bas, la même saline injectée dans le muscle, la réaction la plus faible, et le fascia, la réaction la plus importante avec la irradiation dominante par rapport au subcutis et le muscle. Alors, on voit que le fascia est un organe qui peut induire la nociception. Encore une étude encore plus importante, je dirais, c'était fait sur les rats, et en fait, ils ont stimulé le fascia de la région innervée par L3 avec différentes choses comme l'électricité, la saline, le pince. Et finalement, ils ont mesuré le neuropeptide qui est responsable de la transmission de la douleur au niveau L3. Ben, ils ont trouvé qu'il y a pas mal. Alors, assez clair, fascia peut induire la douleur. Beaucoup plus que les muscles et beaucoup plus que le subcutis. Ou les ligaments même aussi les os et l'ostéoarthrite. Parce que bon, on sait très bien, l'os ou le cartilage n'est pas innervé. Alors, pour quelle raison on prête autant d'attention sur les structures qui ne sont pas forcément innervées? On sait très bien que la structure qui est faiblement innervée ne va pas produire une douleur importante. Bien sûr, la partie extérieure de l'os périos, c'est l'unique partie qui est vraiment innervée au niveau sensoriel. Et ici, vous voyez les premières études faites par Carla et Antonio il y a des années, en 2008 en fait, et c'était fait à l'Université de Dakar à Paris, où ils ont fait une partie de leur doctorat de médecine. Ici, vous voyez différents types de récepteurs qui sont emballés en fascia, et en bas, vous voyez qu'en fait, la quantité peut monter jusqu'à 55 terminaisons libres, terminaisons nerveuses libres par centimètre carré. C'est quand même pas mal, c'est beaucoup plus que la densité de chevaux chez certains parmi nous. Ici, vous voyez quand même la différence des innervations au niveau des rétinacula et l'acertum qui nous donne l'information que les fonctions, que le fascia va y avoir une fonction différente, soit la transmission des forces, soit les proprioceptions, selon la région. Mais ça ne se termine pas ici. Pendant des années, ou même des siècles, on a pensé que le fascia est une structure qui n'est pas organisée du tout, qui est juste un mélange de collagène, une petite morceau d'élastine qui donne la forme aux organes, aux muscles. Aujourd'hui, grâce aussi aux études de Stecco, on sait qu'il y a 2 ou 3 couches. 3 couches au niveau du tronc, 2 au niveau des membres supérieurs.
Évolutionnairement, on n'a pas développé encore troisième couche au niveau des membres supérieurs et inférieurs, mais au niveau du tronc, oui. Alors, c'est intéressant parce qu'on a trois plans dans l'espace, dans laquelle le fascia va coordonner le mouvement. Et probablement pour cette raison-là, on a aussi trois couches qui nous permettent de transmettre la force dans des directions très précises, en formant certains chaînes. Comme vous voyez, le fascia possède aussi la structure ondulée. Ça nous permet d'avoir certains ressorts, parce que le fascia profond est très raide. Le collagène est plus raide que l'acier, en fait, de la même épaisseur. Alors, si on tirait directement, par exemple, avec le tendon d'Achille sur le talon, ça déchirerait l'os rapidement, ça produirait les fractures d'invulsion, les déchirures rapidement. Mais sans perdre la capacité de transmission des forces que le collagène nous donne, ces ondulations nous permettent d'avoir certains ressorts pour diminuer la lésion. Alors, si on va y avoir des densifications qui vont augmenter la tension musculaire, les ondulations vont être déjà étirées. Alors, ça va tirer beaucoup plus fortement sur les attachements. Et alors, toutes les enthésopathies qu'on a, qui se soignent très bien avec cette méthode-là, souvent ce sont 3 à 4 séances, et l'enthésopathie n'est plus là. Le tennis elbow, l'attachement des tendons d'Achille, ou dans les autres endroits que vous connaissiez très bien en tant que professionnel, kiné et ostéo. Cette structure multicouche nous permet d'avoir la légèreté, mais aussi des fonctions différentes. Pour des transmissions de force différentes pour chaque couche. Si on prend la parallèle avec le pneu, il y a une centaine d'années, M. Renault ou Citroën, ils ont utilisé le pneu de caoutchouc. Et alors, grand, lourd et pas très efficace. Aujourd'hui, on n'utilise plus le pneu de caoutchouc homogène, on a le pneu avec multicouche. Alors, la même chose que l'on trouve dans le corps vivant, par exemple chez les humains, mammaliens ou les autres, avec plusieurs couches qui permettent d'avoir plus de résistance avec moins de pesantère, et qui nous permettent aussi d'avoir la transmission des forces qui est hyper important dans le fonctionnement du corps humain. Cette transmission de force nous permet aussi d'avoir un symptôme au niveau du cou qui est provoqué, par exemple, par la luxation des chevilles il y a 20 ans, il y a 30 ans, même 50 ans. Il y a des années, comme le premier, Luigi a proposé qu'en fait, 70% des fibres musculaires s'attachent à l'os, qu'on connaît très bien, mais il a aussi proposé que 30% des fibres musculaires s'attachent finalement au fascia profond, pour la mettre en tension et pour transmettre la force sur le segment sous-jacent. C'était confirmé quelques années plus tard, une dizaine d'années plus tard après Luigi, par exemple Patel et Libert ou Ewing. Ce sont des personnes très reconnues dans le monde musculo-squelettique en tant que chercheurs. Ils ont en fait prouvé cette notion de Luigi quelques années plus tôt. Mais on sait très bien que dans notre corps, il y a une règle de la conservation de l'énergie. Alors le corps fait tout qui nous permet de diminuer la quantité d'énergie nécessaire pour fonctionner. C'est pour cette raison qu'on perd les muscles, qu'on a développé quand on a eu 20 ans en faisant la musculation. À l'âge de 40 ans, on le perd rapidement. Même dans 2 semaines, on peut perdre la masse musculaire parce que le corps ne veut pas gaspiller adénosine phosphorate ou les autres substances ou la glucose parce que de moins d'énergie on a besoin, la possibilité de survivre est meilleure. Je ne sais pas si vous saviez, mais une néandertalien, il était un petit peu plus petit que nous, avec le cerveau plus grand que nous, et au niveau crânien. Et en plus, il a pesé 150, 200, certains indices, même 300 kilos. Aujourd'hui, on ne voit pas beaucoup de néandertalins. Pourquoi? Parce que le besoin quotidien au niveau calorique, c'était 6000 calories. Et pour Homo sapiens sapiens, c'était 2000 calories seulement. Alors voilà qui gagne. C'est lui qui conserve l'énergie, qui a besoin moins d'énergie, surtout pendant l'hiver.
Bon, aujourd'hui, ce n'est pas tellement nécessaire parce qu'on a Auchan, Super U et les autres partout, mais il y a une cinquantaine, milliers des années, c'était quand même primordial. Et pourquoi je parle de tout ça? Parce que ça nous pose une grande question. Pourquoi le corps gaspillerait-il 30% de la force musculaire? C'est quand même bizarre, non? Au niveau évolutionnaire, ça n'a aucun sens. Si le fascia est seulement la structure qui contient le muscle, c'est juste un paquet, ça n'apporterait aucune raison, ni physiologique, ni anatomique, ni évolutionnaire. Mais dans la réalité, c'est comme ça. Ici, vous voyez l'extenseur radial du carpe qui donne ses fibres sur le fascia profond qui forme les chemins assez précis. C'est la base des chaînes musculaires. Dans cette méthode-là, on appelle ça les séquences ou les chaînes neuromusculo-faciales. Ce qui est encore plus intéressant, c'est le fait que certains muscles, qui sont quand même parmi les plus grands dans le corps, comme le grand fessier, ils donnent 80% de ces fibres au fascia profond, dans ce cas-là, dans le fascia latin. Et l'attachement osseux sur le fémur, c'est seulement 20%. Pareil pour l'extenseur radial du carpe, 90% sur le cloison latéral. Alors, pourquoi gaspillerait-il 80% de la force du muscle plus important par rapport à la hanche, à l'extension de la hanche? Alors, Luigi, et après sa fille et son fils, ils ont proposé qu'en fait, le muscle, ils peuvent mettre fascia en tension, qui va coordonner le mouvement, qui va donner la stabilité, qui va aussi donner une augmentation de la force dans le segment où on a besoin de la force. Une rechercheur américain, un professeur Krakowiecki, il a constaté que si on coupe le fascia thoraco-lombaire, le weightlifter, le gars qui soulève 300 kg ou 400 kg, il perd à peu près 70% de la force des érecteurs thoraciques. Si on coupe seulement le fascia thoraco-lombaire. Alors, ça veut dire que le rôle de fascia est beaucoup plus important que ça qu'on a pensé. Et ce n'est pas aujourd'hui dans le domaine de l'ésotérisme, c'est dans le domaine de la recherche le plus poussé, le plus avancé et le plus moderne concernant le fonctionnement anatomique et physiologique de notre cœur. Je ne veux pas tout expliquer parce que quand même, je voudrais bien vous donner quelques notions que peut-être un jour je vais avoir la possibilité de vous expliquer plus en profondeur. Ici, vous avez un exemple cadavérique, je dirais, de la continuité de fascia profond. Ici, vous voyez le grand pectoral qui va donner ses fibres au niveau du biceps. Le biceps va continuer à travers l'aponérose bicipitale, qui a deux composants, latéral et longitudinal. Et ça va continuer à travers, vous voyez que ici, le fascia se mêle avec le palmaire. Et ici, vous voyez la continuité de palmaire qui va arriver jusqu'à là-bas. Alors, on a une continuité parfaite le long de la membre supérieure et cette séquence-là est responsable de mouvements vers l'avant. Alors, quelque chose qui se passe au niveau par exemple, de pouce peut mettre en tension, montant jusqu'à la tête, en donnant, par exemple, le trouble des tonsilites à cause de la serrure ici. On peut influencer la thyroïde. Ou sinon, le problème de déglutition, de phonation, ou simplement la douleur au niveau de l'épaule. Le problème primaire peut, par exemple, être ici la luxation des premières méta, par exemple, en faisant du ski. Au niveau clinique, M. Wilke a en fait des études assez intéressantes. Il a mesuré la quantité des amplitudes articulaires au niveau de la flexion et extension du cou en faisant seulement les étirements des mollets et de ischio-jambier, alors le chaîne postérieur. Il a constaté que quand même, comme vous voyez ici, que la groupe qui a étiré les mollets et les ischio-jambiers, il a augmenté la quantité de mouvement au niveau cervical par rapport à la
groupe contrôle ou le groupe témoin. Alors, une étude préliminaire, c'est le mot 26 tout jeune, et assez intéressant, qui nous montre qu'en fait, cette réalité anatomique est aussi une réalité physiologique clinique. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Que si quelqu'un vient chez vous avec la douleur des coups, par exemple après le coup de lapin, c'est quand même pas bête d'étirer les ischio-jambiers. Mais il faut savoir comment expliquer aux patients, parce qu'autrement, vous allez passer pour des magiciens. Et Luigi a décrit 6 séquences de base. Alors, cette continuité a développé dans 6 séquences, dans les 3 plans. Alors, 12 séquences dans chaque plan. On va y avoir la séquence des ante pour le mouvement vers l'avant, la séquence des rétro pour le mouvement en arrière, médio vers la ligne médiale, latéraux vers la ligne latérale, après intra-rotation, extra-rotation. Alors, on va y avoir une continuité globale. Pour cette raison-là, pourquoi le corps a développé quelque chose comme ça? Parce que ça nous fait gagner du temps. Si maintenant, vous allez essayer de regarder à droite au maximum, sans tourner la tête, vous allez voir que c'est très difficile, que naturellement, votre cou veut faire la rotation. Si vous faites la rotation maximale avec votre cou, c'est le thorax qui part toute seule. C'est grâce à cette continuité, par exemple, au niveau de la séquence intra et extra dans cette situation-là. L'autre exemple que vous pouvez essayer tout de suite, en regardant cet webinaire, la séquence ante va nous permettre de faire le mouvement des yeux vers le bas. La séquence rétro va nous permettre de faire le mouvement de la tête vers l'arrière. Alors maintenant, essayez de faire le mouvement fluide de vos yeux vers le bas, en même temps en faisant le mouvement de la tête en arrière. Impossible. Parce que vous demandez le travail des chaînes contraires. Alors vous allez avoir un mouvement saccadique probablement de vos yeux. Je peux donner plusieurs exemples, mais je voudrais juste toucher encore un exemple concernant cette continuité du fascia et la transmission des forces. Et maintenant, je voudrais que vous essayiez de faire la contraction maximale de vos biceps. Okay? Encore plus fort, au maximum, vraiment. Utilisez toute la force que vous avez. Et vous devrez constater que la majorité parmi vous a serré le poignet. Pourquoi? Parce que la continuité d'un chemin qui est responsable de flexion au niveau du coude va être aussi responsable de la flexion des doigts. Et on sait que votre biceps peut gagner 30% de la force si vous ajoutez la flexion des doigts. Si vous ne me croyez pas, essayez avec dynamomètre à la maison. Ça ne finit pas ici. Parce qu'on a le trois plein dans l'espace, et le corps va se bouger dans le trois plein dans l'espace, mais on ne va pas se bouger comme des robots. Hein. Alors, on a besoin de mouvements beaucoup plus souples, beaucoup plus avancés, des gestes moteurs. Et pour cette raison-là, avec le temps, Luigi a développé aussi la notion des diagonales qui sont entre les plans et aussi des spirales qui nous permettent d'avoir le mouvement en alternance. Par exemple, la marche, la course, le jet du ballon, du javelin ou quelque chose d'autre. Alors, tout ça, vous allez apprendre sur le premier 2 niveaux de la manipulation faciale. Au 3e niveau, on va aborder le sujet des dysfonctions des organes qui influencent, je dirais, dans 50% des cas, la fonction du système musculo-squelettique. Alors, c'est très difficile d'avoir une efficacité durable si on n'aborde pas le sujet des fascias superficielles, du port, des changements de cutanés, le système lymphatique, tous les organes internes, système hormonal. Et tout ça va être touché sur le 3e niveau. Alors, quand vous voyez, les points sont nombreux. Ici, c'est juste la partie supérieure. Mais, on va les répéter jusqu'à ils sont retenus par vous. Ensuite, on va manipuler les points jusqu'ils lâchent. Mais souvent, on va les manipuler loin de la pointe de symptomatologie, loin de la douleur. Le concept clé de cette méthode-là, c'est le traitement à distance, qui est possible à cause de cette transmission de force sur laquelle j'avais touché, et qui est aussi possible à cause du fait que le fascia est innervé et il va nous donner des symptômes. C'est la structure parmi les plus innervées, alors elle va donner
la majorité des douleurs et des symptômes de vos patients. Quelques mots sur le modèle biomécanique et après, on va aborder les exemples cliniques. Alors, Luigi a proposé que fascia est un propriocepteur le plus grand possible. Il y a des études qui montrent qu'en fait, si on injecte quelque chose qui est analgésique, anesthésique, au niveau du fascia, au subcutis, la personne perd le sens de kinesthésie. Elle ne peut pas dire dans quelle position, par exemple, les doigts se trouvent. Et après l'opération de la hanche, les personnes ne perdent pas la proprioception. Alors, notre compréhension des capsules, des ligaments intracapsulaires, des ligaments intra-articulaires qui sont responsables de proprioception n'est pas correcte. Il y a pas mal de recherches qui ont déjà confirmé la notion de Luigi, et après de Carla et Antonio, qui sont par exemple nommés ici. Dans le modèle de Luigi, dans chaque segment, on va y avoir 6 unités myofaciales, alors 6 points qui vont coordonner le mouvement dans 3 espaces. Et après, on va y avoir le point de fusion qui vont permettre d'avoir le mouvement beaucoup plus complexe qui est lié avec des vecteurs qui sont, par exemple, entre le plan sagittal et frontal. Alors, tout cet espace entre sagittal et frontal va être coordonné par des points différents. Il a découpé le corps sur 14 segments. Chaque segment possède naturellement 6 points, alors ça fait pas mal de points. Et en plus, on va y avoir le point de fusion 4, au moins 4 pour chaque segment. On va prendre Génome comme l'exemple. Ici, vous voyez le point CC, alors centre de coordination, où vous allez trouver la dosification chez certains sujets. Si tout va bien, ce point de coordination va dissiper tous les vecteurs en produisant le mouvement correct au niveau de la rotule. Mais si quelque chose ne va pas bien au niveau de ce point-là, alors on a l'accollement, la densification. Les vecteurs ils vont être changés et la rotule va être basculée, par exemple, latéralement, médialement, en stimulant trop les récepteurs d'un côté et finalement en produisant la douleur, l'inflammation et finalement l'ostéoarthrite et la destruction cartilagineux, la destruction osseuse. Cet endroit-là, où on sent la douleur, dans cette méthode-là, on appelle la centre de perception. Alors, c'est où le patient sent la douleur. Par contre, la douleur n'est pas produite par le centre de perception. Il est produit par l'accollement au niveau des centres de coordination. Quelques mots sur le traitement. Alors, comment traite-t-on cette méthode-là? D'abord, vous savez qu'on a pas mal de points, qu'on a certains chemins myofaciaux et qu'il faut manipuler les points qui sont collés, ça veut dire les dosifications. D'abord, on commence avec une anamnèse, mais cette anamnèse est un peu différente par rapport à l'anamnèse que les médecins ou les kinés ou même les ostéos apprennent. Pourquoi? Parce qu'ici, on cherche des anciennes lésions qui sont déstabilisées le corps, qui sont produits des accollements primaires, qui sont après déstabiliser les autres segments en produisant des symptômes présents. On va demander sur les anciennes lésions, immobilisation, la chirurgie, les troubles viscéraux et lésions précédentes, surtout celui qui ne se sont pas guéris bien. Après, on va y avoir la vérification motrice. Cette vérification-là, des segments en souffrance, nous permettent de voir l'état du corps. On peut aussi tester assis debout, qui nous permettent de savoir si le problème est ascendant ou descendant. Qu'est-ce que ça veut dire? Si la prochaine fois, le patient avec le douleur au niveau cervical vient chez vous, teste le cervical dans la position assis et teste-le dans la position debout. Et vous allez voir que dans la majorité de vos patients, vous allez constater la différence. Alors, si c'est le cou qui est la source, comment c'est possible qu'assis et debout, on va y avoir la différence? Mais si on a la différence, ça veut dire que probablement ce n'est pas le cou qui est la source. Finalement, après la vérification motrice, on fait la partie clé qui est la vérification palpatoire. Et dans cette vérification palpatoire, on cherche des lésions plus anciennes et les densifications les plus anciennes. En ostéopathie, on appelle ça la lésion primaire. Qu'est-ce que ça va donner? Alors, on va voir. On va prendre 3 segments qui sont été en lésion, le plus ancien, et là-bas, on va chercher la ligne, le plan dominante.
Par exemple, on va tester tous les points dans chaque parmi les 3 segments et on va constater quel plan est le plus densifié. Par exemple, le plan sagittal, alors le point inter et le point rétro. Ou le plan horizontal, le point intra et extra. Et comme ça, on va choisir le plan ou la structure sur laquelle on va travailler. Et qu'est-ce qu'on va faire après? Bon, on peut commencer de travailler tout de suite si on a des anciennes lésions, mais il faut mieux faire la palpation longitudinale de tous les points. Et dans cette structure qu'on a choisie, si on a choisi le plan horizontal, on teste tous les points intra-extra parce que peut-être quelque chose s'est passé dans l'enfance, ou même la position intra-terrienne n'était pas correcte chez l'enfant. Et le patient ne va pas savoir ça dans l'anamnèse. Alors ça nous permet de trouver des endroits silencieux qui ne donnent pas les symptômes, sur lesquels le patient ne se souvient pas que quelque chose s'est passé là-bas. Comme ça, on est sûr de travailler sur la lésion primaire qui a déstabilisé le reste des systèmes musculo-squelettiques et aussi des organes internes finalement. Et à la fin, on choisit 3, 4 points, peut-être 5, le plus densifié, le plus ancien. On fait le traitement. Et maintenant, je vais vous montrer qu'est-ce que ça peut donner au niveau clinique. Alors, les cas cliniques. Ici, c'était fait à Bruxelles il y a 2 mois. Une de notre collègues avec à l'âge à peu près de 50 ans, limitation très importante au niveau de plusieurs articulations, notamment le cou. Après le Covid mal vécu, beaucoup de stress, il était complètement bloqué. Je travaillais sur le fascia superficiel, c'est ce 3e niveau, et après je travaillais sur le point CC, dans le plan frontal. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé avant et après le traitement. Juste une seconde, il faut que je... voilà. On peut voir une limitation énorme de mouvement. Il a peur aucun mouvement que j'essaye d'induire délicatement. Et après, bon, comme vous voyez, je le fais sans aucun souci. On a regagné 80% de la mobilité normale. Maintenant, on revient à la présentation. Juste une seconde. Un autre exemple. C'est aussi sur la formation. Il me semble que c'était soit en France, soit en Pologne. Une femme de 29 ans, plusieurs lésions, plusieurs limitations articulaires, avec la douleur au niveau de l'épaule, faiblesse des quadriceps et une forte raideur au niveau des grosses orteils. J'avais fait seulement une séance de traitement devant le groupe, comme le traitement avant, sur la spirale, laquelle je mentionnais il y a quelques diapos. On a commencé de travailler sur le pied contralatéral par rapport au bras en souffrance. Et maintenant, le vidéo, je vais essayer de vous montrer. Ah non, c'est pas ça. Juste une seconde. Ok, vous voyez la faiblesse. Énorme faiblesse du bras, elle n'a aucune force. Ça lui fait mal, on peut voir. Ici, au niveau du cou, elle lâche tout de suite aussi, aucune résistance. Maintenant, je vais tester l'élasticité des grosses orteils. On voit que c'est pas top, la moitié de l'amplitude normale. Et maintenant, après, la faiblesse des quadriceps, c'était pas visible. Ici, elle résiste bien. Elle même sourit parce que ça fait pas mal. Maintenant, on va tester le cou. Et vous voyez la force que j'utilise, elle est hyper stable. Et finalement, on va retester les grosses orteils. Élasticité est récupérée. On peut faire presque 40 degrés. Et aussi, les quadriceps, ils ont été hyper faibles. Facilement, je pouvais gagner avec elle. Maintenant, c'est presque impossible. Elle est capable de soulever le poids du corps.
Alors ça, non, bien sûr, pose aussi la question concernant qu'est-ce que c'est la faiblesse musculaire. Et il faut vraiment renforcer les muscles. Si après une séance de 40 minutes, on peut récupérer la force dans une façon spectaculaire que vous avez vu ici. Je vous laisse avec les questions et on va suivre avec des autres cas cliniques. Alors, c'était fait il y a 2 semaines. C'est une patiente qui est venue chez moi, homme de 28 ans, depuis 15 ans, la limitation impressionnante de la supination. Après une fracture et immobilisation prolongée au niveau de l'avant-bras, on a fait seulement une séance sur la séquence rotatoire. Parce que ce mouvement-là, pronation, supination, c'est finalement la rotation. Et voilà l'effet. Ici, vous voyez les points sur lesquels je travaille. Qui avant, I powrót. c'est vraiment Jeszcze nul. raz. Dobrze. I luz. Ok. Et maintenant, après. Jeszcze. Après un traitement. I Après powrót. 15 ans Jeszcze de raz. limitation, sans aucune I rétrécissement, maksymalnie jeszcze raz. on voit la récupération de 20, Dobrze. peut-être 30% de l'amplitude articulaire, mais c'était après 15 ans sans le mouvement. Alors, ça nous montre qu'en fait, c'est le fascia qui est la structure dominante responsable de la raideur, de blocage du mouvement articulaire, mais aussi de syndrome de Sudeck, par exemple. Ok. L'exemple suivant. Ici, ce sont 2 ou 3 cas qui ont été déjà présentés sur mon webinaire antécédent il y a 12 ans, l'année dernière, mais je pense que c'est toujours sympa de revoir. C'est une femme de 30 ans, limitation importante de la rotation interne. On a fait seulement une séance sur la structure appelée la spirale, encore une fois, mais généralement, c'est pas plus courant la spirale que les autres lésions. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé après le traitement. La vidéo numéro 4. Alors ici, vous voyez l'image avant et après. Ok, je demandais à la patiente de faire le mouvement. Elle sait que ça va faire mal, alors elle le fait doucement. Dobrze, teraz troszkę szybciej. Deuxième fois, un peu Powrót. Okay. mieux. I tu. Et après le traitement. On peut quand même voir la différence, non? C'est la triple de l'amplitude articulaire, au moins la double. Encore un cas clinique. C'était la dame avec la rupture presque complète des supraépineux 3 mois avant la visite. Mais 80% de la rupture des supraépineux, bien sûr, tout le syndrome de coiffe de rotateur, de bursite à ce niveau-là, ils ont été présents. J'avais fait un traitement. Bon, finalement, j'avais fait plusieurs, mais cette vidéo-là a été prise tout de suite avant et après le traitement. Ça, c'est avant. Et maintenant, vous allez voir, elle se bloque. Et ça, c'est après. Elle fait le mouvement plus rapidement, dans une façon fluide. Et on ne voit pas la perte de la douleur. Et bon. Après, un homme de 72 ans avec l'opération au niveau de l'épaule, si je me souviens bien, c'était un peu lésionné après le ski, rupture partielle des infraépinaux, ténodèse de chef long du biceps et la rupture de sous-épinaux. On a fait une séance et on a travaillé notamment surtout sur le pied, cheville, région lombaire et la tête et le poignet. On n'a même pas touché la région scapulaire. C'est pas celui-là, c'est celui-là. Ok. Et maintenant, avant, vous voyez qu'il a peine trespasse la ligne médiane. Et ici... Jeszcze raz. Dobrze, wystarczy. I do przodu jeszcze. Dobra. Ici, vous voyez la limitation, la perte de la douleur. Et après, presque complètement récupéré. Świetnie, właściwie.
Et ces types des effets, vous allez voir d'abord sur la formation, avec le traitement présentel, et après, je veux vous guider dans votre traitement, après chaque niveau, après niveau 1, après niveau 2, et vous allez y avoir les mêmes effets vous-même. Et après au cabinet, j'espère aussi. Ok, maintenant, les dernières images des troubles au niveau des postures. Une femme de 39 ans, 3 mois de la douleur à l'épaule après une séance de gym avec kettlebell. Pendant 6 semaines, une hyperesthésie dans tous les bras était présente. Ça, c'était avant. Vous voyez une scoliose fonctionnelle, l'omoplate élevée. Et après 2 sessions de FM, presque complètement récupérée. On voit une légère inclination de la tête à gauche, mais c'est négligeable par rapport à ça qu'on peut voir sur le côté gauche. Puis de 13 ans, valgus, genou valgum, en plus pied gauche, vous voyez bien inversé. Après 3 sessions, c'était une fois par mois, si je me souviens bien. Alors ça, c'était après 3 mois, sans les exercices. Et vous voyez que cet angle-là est diminué, et l'espace entre les talons est diminué aussi par moitié, au moins. Et le dernier exemple, c'était aussi déjà présenté sur une de mes webinaires. Vous voyez un homme après un cancer de prostate, une opération importante, 2 ou 3 fois faite, avec une odème blanc qui persistait pendant 3 ans. Sur cette image-là, c'est pas tellement évident, mais en regardant, c'était au moins 4 cm décollé par rapport au niveau du ventre. Et ça, c'était le travail sur le fascia superficiel, au 3e niveau, sur le drainage lymphatique. Vous voyez l'effet tout de suite après le traitement. Par rapport au cas clinique, quelques possibilités de formation ou de connaître mieux la méthode. D'abord, vous avez déjà 2 de mes présentations, de mes webinaires. Il y a aussi chaque mercredi pendant toute l'année, il y a des webinaires qui sont organisés par l'Institut STECO, qui sont gratuits. Souvent, ils sont en anglais, en italien de temps en temps, espagnol. Alors, si vous vous sentez suffisamment fort, n'hésitez pas à les regarder. Il y a pas mal de sujets qui sont touchés là-bas concernant le fascia, le mode de traitement, quelques indications cliniques. Il y a aussi la possibilité de faire l'école à Padoue, ça dure 3 ans, les inscriptions sont toujours ouvertes. Il y a des dissections, si vous faites l'école, tout est compris. Sinon, vous pouvez aussi venir à Padoue, à congrès qui aura lieu en juin cette année aussi. Alors, n'hésitez pas à consulter facialmanipulation.com. Il y a aussi des dissections faites par Carla ou Antonio. Je vous conseille d'y faire au moins une fois dans votre vie pour voir comment ça fonctionne, pour toucher les muscles, pour toucher le fascia, pour tirer là-dessus, pour voir qu'est-ce qui se va passer si vous tirez là-dessus, longitudinalement, transversalement. Et vous allez découvrir plein de choses qui sont surprenantes concernant le fonctionnement du système musculo-aponeurofacial, musculo-aponeurotique, plutôt on dirait en français. Excusez-moi. Et finalement, il y a des formations continues qui durent soit 2 fois 6 jours, soit 4 fois 3 jours, que je fais en France, en Belgique et en Suisse, sur laquelle je vous invite. Et ici, vous voyez des organisateurs. À Rennes, c'est M. Nicolas Bourdon. Vous pouvez lui contacter sur kiné-fascia.fr. À Lyon, Genève, Bruxelles, c'est Philippe Campignon. Sur le site philippe-campignon.com fm-steco. Par rapport à la possibilité de lire plus sur la méthode, il y a énormément de livres, mais malheureusement la majorité est en italien et en anglais. Mais avec mes collègues, surtout une ostéopathe français qui enseigne à l'école de Paris, qui était mon ancien étudiant par rapport à cette méthode-là, et l'autre français, on a se lancé à traduire le premier livre pratique qui va être fini dans 2 mois.
Alors, si vous êtes intéressé, si vous voulez voir plus, il y a beaucoup d'images, c'est écrit dans une façon très lisible, très facile, avec beaucoup d'indications cliniques pratiques. Je vous conseille fortement d'y acheter. Je vous publie l'information sur notre site et Facebook. Si vous voulez y trouver, si vous mettez Facial Manipulation Stack en France, vous allez trouver des articles que je mets de temps en temps, des nouveautés concernant la méthode, alors soyez bienvenus. Et aussi quand le livre va être publié finalement, vous allez avoir à travers par exemple Facebook la possibilité d'y acheter et de vous enseigner sur la méthode encore plus. J'ai déjà mentionné quelque chose par rapport à mon curriculum, qui est assez long et lourd. Alors, je vais vous épargner. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Maintenant, c'est le moment. Je vois des anciens élèves. Florine, salut. Généralement, je vois la question, les formations et les dissections sont-elles uniquement ouvertes aux ostéo-kinés? Comme la règle générale, parce que c'est la formation continue, il faut y avoir certains niveaux de base de l'anatomie. Alors, ça soit pas tellement intéressant d'y faire si vous n'êtes pas des professionnels. Dans des cas spécifiques, si vous êtes masseur, si vous faites quelque chose qui est lié, vous êtes infirmière, je crois qu'il n'y a pas de problème, mais si vous avez des doutes, la meilleure chose c'est de contacter l'ostéo. Vous pouvez écrire en français, ils maîtrisent très bien les traductions, je ne sais pas comment ils le font, mais ils le font rapidement, alors vous allez recevoir la réponse. Alors, si vous avez des autres questions, n'hésitez pas. Et bienvenue à l'Espagne. Ah, Renaud, salut Renaud. Et concernant le deuxième niveau, au niveau à Bruxelles, oui, ça va être maintenu. Monsieur Campignon, Charles va vous envoyer l'information probablement dans quelques jours parce qu'on a essayé, on était forcé de changer les dates et on a fixé les dates aujourd'hui sur le septembre. Alors, j'imagine que dans quelques jours, vous allez recevoir l'information concernant le deuxième niveau à Bruxelles. Oh, bonsoir Anne. Je vois le nom de mes élèves, c'est très quand même sympa de vous voir sur cette webinaire. Troisième niveau. Oui, pour le moment, on n'a pas fixé les dates, mais probablement ça ne va pas être cette année-là, ça va être l'année prochaine. Et on va essayer de faire le troisième niveau en 2023. À cause de Covid et toutes les limitations qu'on a eues, ça nous a ralenti un petit peu et au niveau de toutes les stages que l'on a prévues. Alors, on a besoin d'un groupe suffisamment grand parce que le troisième niveau, c'est avec souvent Antonio Ocarla. Il faut y avoir la traduction. Et alors, pour cette raison-là, ça va durer 2 fois 4 ou 5 jours.
Et niveau 2, oui, en juin, il me semble que c'était rapporté à septembre. Mais vérifiez chez votre provider, notamment M. Campignon. Par rapport à Paris, pour le moment, on n'a pas personne qui voulait organiser la formation à Paris. Pour cette raison-là, on fait seulement à Rennes et à Lyon et à Genève. Alors, s'il y a quelqu'un qui, qui sera intéressé de lancer la formation à Paris, ça sera possible. Bien sûr, il faut fixer la date pour ne pas y avoir la coïncidence entre les autres formations dans ce bel pays qui est la France. Et pour le niveau de Rennes, pour le moment, on a fini le cours complet et on recommence avec niveau 1. Alors après premier niveau, on va chercher les dates pour le deuxième niveau. Alors probablement dans la deuxième partie de cette année-là, ou sinon au début de 2023. Alors, merci beaucoup pour votre attention. Merci de pardonner toutes mes fautes et de torturer votre belle langue française. Alors, j'espère de vous revoir pour tous ceux qui sont déjà fait niveau 1 et 2, peut-être sur niveau 3e niveau. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore fait la formation, soyez bienvenus. Alors, merci beaucoup et bonne soirée à tous.